Salut les amis, alors aujourd'hui, toujours sur la série sur l'IA, on va essayer de déconstruire ce que nous raconte la Macronie sur l'IA, puisque là c'est Jacques Babinet qui est en interview, et Jacques Babinet, non c'est pas Jacques Babinet, ça c'est un mathématicien, physicien et astronome français de 1794. Non, c'est euh, Monsieur Babinet, Gilles, pardon, Gilles Babinet, qui est l'un des coprésidents du Conseil national du numérique, une instance consultative française chargée d'évaluer les enjeux du numérique et d'orienter les politiques publiques en la matière. Donc on va écouter ce qu'il a à dire et, euh, et moi ce que j'en pense. Ça n'est pas applicable aux réseaux sociaux. Et la séparation fonctionnelle, c'est les algorithmes d'un côté, la plateforme de l'autre. Tu vois, normalement. Et on y viendra. On y viendra parce que sinon, il n'y a plus de démocratie. Alors là il nous dit il faut une séparation fonctionnelle entre les algorithmes et les plateformes, sinon il n'y a plus de démocratie. Alors excusez-moi mais je ne comprends rien. Pourtant, j'ai regardé un peu comment était foutu Blue Sky, le protocole AT, comment X.com s'était foutu, comment Mastodon s'était foutu. J'ai même regardé, comment ça s'appelle, je crois que c'est le POS, sur l'IndieWeb, en fait, avec des revendications, pas forcément de protocole, mais peut-être un peu architectural. Et en fait, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Une plateforme. Tu as un front-end, c'est-à-dire le design, souvent HTML, JavaScript ou d'autres technos, mais qui en fait qui se traduisent en HTML, JavaScript dans les navigateurs la plupart du temps. Et un back-end bah, qui peut être dans diverses, enfin codé dans une multitude de technos. Et en fait, il y a des algorithmes. Que ce soit en front-end ou en back-end, il y a des algorithmes et il y a de la data et ça processe de la data et ça permet d'interagir entre l'utilisateur qui a son navigateur qui voit ce que lui envoie le serveur, qui est la partie front-end, il interagit avec, ça envoie des données sur le serveur qui les processe dans le back-end, etc. Je vois pas en quoi c'est une menace pour la démocratie. Ce qui serait plutôt pro-démocratie, c'est qu'il y ait un peu plus de gens qui soient éduqués à ces technologies, hein, que ce soit de l'IA ou pas de l'IA en réalité, puisque Internet et enfin, le web, mais pas que, en fait c'est un peu des nouveaux espaces d'expression publique, c'est un peu des espaces publics. Et en fait, le fait qu'on soit obligé de passer par des plateformes privées qui sont principalement américaines pour pouvoir s'exprimer dans l'espace public, ça c'est un problème. Ça serait d'ailleurs aussi un problème si c'était des plateformes privées françaises. Internet, c'est construit de façon à ce que chacun, avec juste un ordinateur et une connexion Internet, puisse créer un serveur et exprimer ce qu'il ou elle veut sur ce réseau. Donc, effectivement, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de gens qui soient éduqués à ça, enfin, qui aient les compétences pour ça. Et surtout dans un contexte où ça devient un territoire ou un espace, l'espace cybernétique, de plus en plus régulé et pas que régulé en réalité, qui devient de plus en plus réprimé par la police et l'armée, on va dire, de façon assez peu visible et avec un petit nombre de citoyens avertis et conscients de ce qui s'y passe. Après, ok, il y a eu une encyclique du pape, mais de là à diaboliser les algorithmes en disant c'est les algorithmes qui sont une menace pour la démocratie, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans la nuance. Typiquement, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns, ça c'est une menace pour la démocratie. Comment on fait pour euh, faire différemment? Ben, il faut des architectures décentralisées. Est-ce que c'est de la séparation fonctionnelle entre les algorithmes et les plateformes? Ben non, c'est pas ça. Il faut du libre aussi. Le libre, typiquement dans la contribution et la fabrication du code, c'est une architecture décentralisée, puisqu'il y a des contributeurs et des mainteneurs un peu partout dans le monde. Et c'est quand même ça qui fait tourner l'ISS, donc c'est du solide. Réalité. Tu trouves qu'il y a une démocratie en ce moment? Je sais pas, mais je pense que je préfère être en France qu'ailleurs. Tu vois, et de loin, et de loin. Tu préfères
Une démocratie qui se raidit plutôt que d'être dans une dictature molle, c'est ça? Je sais pas de quoi tu parles, mais si tu veux, moi, il n'y a pas un mec qui vient chez moi à 2 heures du matin pour m'expliquer que j'avais pas le droit de parler de ça dans cette émission. Il y a plein de pays où c'est comme ça. Moi. Donc pour cette raison, je préfère être ici. Alors, bah, c'est super, ils préfèrent être en France qu'ailleurs. Donc ça, c'est un peu l'argument des fascistes quand on dit, quand on critique la France et la pauvre qualité démocratique de ce pays. Ils nous disent, mais t'as qu'à aller en Chine, t'as qu'à aller en Iran, t'as qu'à aller en Russie. Ou je sais pas. Bon, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je réserve ma charge pour plus tard, mais quand même, pour le dire qu'il est un peu nul. Si tu demandes à Google Gemini, cite-moi tous les faits dont tu as connaissance qui traduisent un effritement de la démocratie en France depuis 2022. Je trouve que l'IA est très faible et franchement vraiment pas terrible, elle est pas woke du tout. Recours massif à l'article 49.3, contournement du résultat des urnes à l'été 2024, dégradation dans les indices internationaux, le World Justice Project, Rule of Law Index a noté dans ses rapports un recul de la note de la France concernant l'intégrité de ses contre-pouvoirs et l'affaiblissement de son système judiciaire, face à l'exécutif. Rapport de l'ONU et du Conseil de l'Europe, usage excessif de la force lors du mouvement contre la réforme des retraites. Les cas de NAS et du maintien de l'ordre malgré une décision du Conseil d'État en 2021. Technique de nassage, Bravem, etc. Répression des mouvements écologistes et étudiants. Sainte-Soline, soulèvement de la terre, blocage étudiant pro-palestinien dans les universités, surveillance technologie liberté publique, surveillance algorithmique, adoptée aux Jeux Olympiques, euh, voilà, avec une dérive vers une surveillance de masse. Loi immigration en décembre 2023, avec beaucoup de dispositions censurées par le Conseil constitutionnel. Garde à vue de journalistes, avec Ariane Lavrieux par exemple, mais pas que. Concentration des médias et pression éditoriale. Grève historique au sein des rédactions, etc. Bon, moi je trouve que c'est soft par rapport à un certain nombre de trucs que j'ai relevés, mais je ferai ça une autre fois. On dit, ben en fait, ce gars-là, tous les jours, il va à telle heure euh, dans tel bâtiment. Et puis en plus, quand il y a telle autre personne qui connaît qui rentre dans ce bâtiment, ben en fait, il y a une grande probabilité qu'il soit là-dessus. La question, et je pense que c'est une question importante, c'est à quel gradient de probabilité on envoie le missile. Et on passe d'une guerre déterministe à une guerre probabiliste. Et le problème que tu as, c'est que tu peux très bien dire à 51%, j'envoie le missile. Et on parlait dans les années 2000 de guerre de précision. Donc Chirurgical. Chirurgicale, voilà, exactement. Tous les autres bullshit words pour désolidariser la population de l'horreur de la guerre. Voilà, C'est propre, c'est exactement, chirurgical. exactement. Donc tu disais, en fait, il y a que les méchants qu'on tape, et puis les civils, on est capable de vraiment chirurgicalement les éviter. C'est un peu comme un cancer, tu contournes les organes et puis tu retires que ce que tu veux. Je pense que le problème avec l'IA, c'est qu'on fait un recul considérable par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Puis il y a un deuxième aspect qui, je crois, est important, c'est la confusion entre le soft power et le hard power. C'est-à-dire le fait que tu dises, je vais mener une campagne informationnelle, en même temps, je vais mener des campagnes qui sont potentiellement extrêmement ciblées et où tu crées une sorte d'état de confusion entre ce qui se passe en réalité et ce qui se passe sur le champ militaire. Et le problème que ça a, c'est que pour les États qui veulent préserver un semblant de démocratie, ben en fait, tu re-rentres dans une logique de propagande. Tu re-rentres dans une logique où, en fait, tu vas diffuser de la fausse information parce que tu es sur un champ, finalement, d'asymétrie qui t'oblige à le faire. Tu vois, là-dessus. Alors là, moi j'y connais rien sur les IA militaires, mais bon, il me semble que la question probabiliste, en fait, ça me fait plutôt penser à du machine learning, avec des seuils et des indicateurs comme le ROC,
Qu'est-ce qu'il y avait je sais plus. Enfin, il y a quatre indicateurs qui permettent de définir des seuils. C'est plutôt l'humain hein, qui va définir ces seuils. Bon, ça c'est probablement utilisé depuis longtemps, je pense, dans les trucs militaires. En revanche, ce qui me paraît plus nouveau, c'est plutôt sur le renseignement et la vitesse et la capacité à traiter du renseignement à très très large échelle et dans des temps très courts. Et notamment tout ce qui concerne le langage. Quand on voyait c'était Edward Snowden en 2014 qui disait que tous les chats de tout Facebook et je sais plus s'il y avait Google, mais étaient en réalité concentrés dans des silos de données, donc sous surveillance, y compris, je crois ce qui avait fait scandale, c'était qu'il y a y compris des citoyens américains à l'époque. Donc en fait avec l'IA, vous avez, si vous mettez tout ça dans une IA, et puis à supposer que, je sais pas moi, vous avez des crawlers, des robots qui viennent récupérer tout ce qui se dit sur Internet à très large échelle, ben vous avez une capacité en fait à retrouver de l'information oui, qui est infiniment plus rapide que ce qui se faisait jusque-là. Quand, par exemple, on entendait des gens dire dans le domaine du renseignement, oui, bon, ben, on a des filets très très larges, mais en réalité, on est incapable de tout traiter parce qu'on a beaucoup trop d'informations, on sait pas, voilà. Ben, l'IA, en fait, l'IA, enfin, telle qu'elle est comprise avec les LLM, c'est un peu ça qui change, à mon avis, par rapport. Et donc, la question probabiliste ou pas probabiliste, ça reste l'humain qui le définit. Donc, c'est pas forcément les IA autonomes ou des trucs comme ça. Enfin, ça va être dans le choix enfin, dans la façon dont il laisse la main à l'humain. Euh, Et c'est vrai que quand même, de ce point de vue-là, on peut aussi se poser des questions, vu la façon dont, moi, enfin, j'y connais rien dans l'armée, mais vu la façon dont beaucoup d'emplois, l'utilisateur des logiciels, même sans IA, en fait, n'a déjà plus la main. Il y a plein d'emplois où on est prolétarisé comme ça de la souveraineté sur son propre travail, quoi, de dire, ah, désolé, là, je peux rien faire, j'ai pas la main, moi, je suis juste là pour cliquer pour que le logiciel fasse son truc. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie probabiliste. Après, pour le point guerre informationnelle, là, pareil, je suis surpris qu'ils disent que les militaires ne font pas du tout ça et qu'ils ramènent ça à la guerre d'Algérie. Il suffit de voir le bouquin de l'huile sur le feu aux éditions Lux sur la façon dont l'armée française en Afrique de l'Ouest fait de l'ingérence et du néocolonialisme avec une doctrine, je crois que c'est dans les cœurs et les esprits. Donc gagner les cœurs et les esprits. Euh, donc il y a déjà c'est pas uniquement soft power, hard power, quoi. Je veux dire, gagner les cœurs et les esprits, la doctrine de la tache d'huile, enfin, j'ai pas relu le truc, mais bon, vous pouvez regarder dans le bouquin. Euh, c'est des doctrines, d'ailleurs, qui ont été des échecs retentissants, hein, que ce soit sous Hollande ou sous Macron. La perte de l'image que pouvait avoir la France dans de nombreux pays et les reculs en termes diplomatiques c'est des échecs patents. Donc, donc après, je ne crois pas que ce soit qu'une question informationnelle, c'est-à-dire il y a aussi des décisions politiques en fait qui affectent fortement la perception de la politique étrangère française néocoloniale, que ce soit sur la monnaie, la présence de l'armée, sur les initiatives de soutien ou pas, d'aide ou pas, que ce que d'autres pays font différemment, sur les exactions l'intervention pour contrer le terrorisme, mais qui est souvent aussi un paravent pour des exactions un peu, euh, enfin, souvent peu dénoncées et
euh, médiatisé. Donc ça, pareil, se reporter à ce bouquin. Donc c'est pas qu'une question voilà enfin, informationnelle. Et je pense que ramener enfin parler de doctrine informationnelle en se référant à la guerre d'Algérie, il suffit de lire Fanon, Frantz Fanon pour voir, pour comprendre aussi que une grande partie de la comment dire pas uniquement de l'indignation, mais de l'intolérable dans le néocolonialisme, il n'est pas uniquement dans ce qu'il lui appelle le hard power, mais il est aussi dans les esprits et dans la façon de, de, de la prolétarisation de sa propre vie, voilà, à plusieurs niveaux, quoi. Pas de doctrine entre le hard power et le soft power. Et donc, on a vu la vague arriver et on n'a pas su du tout la traiter. Et cette... Qui ont? Parce que ça, je suis désolé. Bah, c'est le MAE d'un côté. Le MAE, ministère des Affaires étrangères. Et les renseignements militaires de l'autre. La DRM. Je suis pas un expert. Moi, j'ai parlé, effectivement, il n'y a pas très longtemps avec des militaires. On a eu vraiment une discussion sur ce sujet et ils étaient assez d'accord avec cette analyse. On a été des buses. Il y avait une doctrine informationnelle jusqu'à la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, en réalité, c'est quelque chose qui ressemble quand même pas très loin à une guerre civile. C'est-à-dire que il y avait des Français dans l'affaire. Nous, c'était un territoire qui était un territoire français, en réalité. Et on s'est retrouvé à faire de la désinformation avec des médias français qui dénonçaient cette désinformation. À l'époque, d'ailleurs, c'était Europe 1 qui était un peu à l'avant-garde de ça. Et ça a été un traumatisme. On est sorti de là, une situation traumatique là-dessus. Et la doctrine de l'armée a évolué, elle a dit, OK, nous, on rentre pas sur le champ de l'information. Nous, on est des militaires, on fait la guerre là-dessus. Mais quand tu rentres avec Gerasimov qui dit, Bon, là, pareil, je pense que la France ne fait jamais ce genre de truc. Elle est tout le temps dans le bien et la vérité et tout ça. Donc, je n'y connais rien, donc je dirai rien. Mais je vous mets un petit extrait quand même de ce qui peut se faire en matière on va dire, de déstabilisation médiatique que, par exemple, font les Américains. Mais nous, on est les Français, donc on ne fait pas du tout ça. Mais voilà, juste au cas où, voilà, pour commenter. There are other functions, however, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars. Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds. And this is a major function of the CIA. And unfortunately, of course, it overlaps into the gathering of information. You have contact with a journalist, you will give him true stories, you'll get information from him, you'll also give him false stories. You also work on their human vulnerabilities to recruit them in a classic sense, to make them your agent so that you can control what they do, so you don't have to set them up sort of, you know, by putting one over on them. So you can say, here, plant this one next Tuesday. Can you do this with responsible reporters? Yes, the Church Committee brought it out in 1975, and then Woodward and Bernstein put an article in Rolling Stone a couple of years later. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business, to consciously introduce the stories into the press. Well, give me a concrete example of how you use the press this way. Well, for example, in my war, the Angola War that I helped to manage, 1/3 of my staff was propaganda. I had propagandists all over the world, principally in London, Kinshasa, and Zambia. We would take stories which we would write and put them in the Zambia Times, and then pull them out and send them to a journalist on our payroll in Europe. But his cover story, you see, would be that he had gotten them from his stringer in Lusaka, who had gotten them from the Zambia Times. But after that point, the journalists, Reuters and AFP, the management was not witting of it. Now, our contact man in Europe was, and we pumped just dozens of stories about Cuban atrocities, Cuban rapists. We didn't know of one single atrocity committed by the Cubans. It was pure, raw, false propaganda to create
an illusion of communists, eating babies for breakfast. C'est de dire, si on veut faire de l'accélérationnisme, si on veut permettre à AGI, ASI d'arriver, il faut qu'on soit libre d'agir. Et il faut qu'on puisse faire ce qu'on veut. Et les institutions vont nous empêcher. Parce que dans Enrant, dans la grève, dans Alas Sugar, à la fin, c'est les institutions qui gagnent. Et donc, on veut éviter que ce scénario maléfique se réalise, entre guillemets. Et donc, ce que l'on veut, c'est déstabiliser les institutions. Et on va faire une alliance de circonstances avec les petits blancs ruraux, racistes, MAGA en réalité, parce que on va faire un bout de chemin avec eux. Et une fois qu'on aura pris le pouvoir avec eux, avec Trump, on va secouer les institutions, on va les affaiblir et on va prendre le pouvoir. Et alors ça peut paraître complètement, on peut se dire, ce mec-là, cet épisode de Thinkerview, il est complètement à la masse, il est complotiste. Je suis désolé, je n'invente absolument rien. C'est écrit dans The Cathedral, qui est le programme du Dark Enlightenment, et ça a été structurellement le parcours qui a été mis en place pour mettre au pouvoir J.D. Vance, qui est le vice-président des États-Unis. C'est Peter Thiel qui l'a mis là où il est, qui l'a financé. Bon, c'est intéressant. C'est un peu flippant. Si l'objectif c'est de bousiller les institutions, bon, les néolibéraux ont toujours eu, disons le bras gauche de l'État a toujours été un ennemi des néolibéraux, mais ils avaient quand même besoin de l'État pour financer l'armée, la justice, la police. Là, c'est vrai que les nouveaux maîtres de la Silicon Valley, en fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est dans le sens typiquement où et dont ça, il n'en parle pas, c'est le fait que ils ont matériellement, avec les infrastructures, mais aussi les datas, les moyens de plus ou moins remplacer la justice et la police, par exemple. Enfin, ils ont l'accès à beaucoup plus de données sur chaque individu, et notamment la nouvelle génération qui est née avec ces technos, et donc qui est pour la plupart des gens sur des plateformes où ils ont un historique de données absolument ahurissant. Ouais, et du coup, ça me pose franchement question dans la matérialité du rapport de force qui se joue entre je dis pas l'IA, mais en tout cas entre euh, les grands maîtres du numérique, enfin, c'est pas, même pas les grands maîtres, mais les grandes corporations, voilà, qui détiennent autant de données sur un peu tout le monde. Voilà, et après, c'est vrai que dans la façon dont beaucoup de gouvernements appliquent des politiques publiques en matière d'informatique, typiquement en Angleterre, je crois, ils ont installé des logiciels d'IA pour surveiller la police, je crois. Aux États-Unis, il y a déjà du machine learning dans la prévision de crimes je crois que ça a été utilisé, ouais, c'est ça, pour la prévision de délits ou de crimes. Mais donc, et là, avec des trucs intéressants, mais bon, ça c'est des critiques pareil, il y a un certain temps où les métadonnées, c'est-à-dire, c'est pas directement les données des gens, mais c'est les traces qu'on laisse, l'heure à laquelle on se connecte, les cookies, qu'est-ce que ça va être, je sais pas, enfin, voilà, ce genre des données sur les données, quoi, peuvent servir à de l'anticipation, voir qu'est-ce que c'était aussi pour, je crois, des jugements aussi, il me semble, dans le domaine de la justice aussi. Il me semble que c'est utilisé avec du machine learning plutôt jusque-là. Bon, ça c'est vrai que ça pose quand même sacrément question. Voilà. Ouais. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la matérialité, enfin là il n'en parle pas, mais l'aspect matériel du rapport de force, ben, le fait d'avoir architecturalement des, des- un Internet très décentralisé, ça permet
ouais, de respirer un peu plus tranquille, quoi. Enfin, voilà. Nourrir le Dark Enlightenment. Ils vont reprendre des éléments de cette idée d'accélération comme fin en soi. Et derrière, Thiel va la faire macérer et va lui donner une substance politique. Enfin, une substance plutôt, une incarnation politique. Je voudrais que tu développes ça, parce que dans ton bouquin, quand même, c'est bien expliqué. Je voudrais que tu le développes un peu plus pour créer un peu d'appétence de ta pensée ou à ta pensée. T'es plutôt si. Après, quand même, je tiens à préciser que s'il s'agit de déstabiliser les institutions, comme il y a eu le juge de la CPI avec c'était la carte bancaire, enfin, avec un certain nombre de sanctions numériques qui empêchent les gens de travailler normalement, de ce point de vue-là, les contre-pouvoirs sont quand même assez nuls, y compris dans des démocraties avancées comme la France. Moi, je sais que j'ai déjà porté plainte pour des questions numériques. Je crois que c'était le moment où les greffiers se sont mis en grève. Ils ont même pas accepté, mais même pas pris la plainte, alors que j'avais collecté un sacré paquet de trucs. Bon, donc ça pose question. Et après, quand il dit l'accélérationnisme comme fin en soi, ouais, moi je pense qu'il faut regarder du côté de Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand qui parle pas mal de l'accélérationnisme et qui voit alors je sais plus trop ce qu'il dit, Hartmut Rosa. Enfin, il dit pas que c'est une fin en soi. euh, mais c'est vrai que bon, je crois que ça peut, par exemple, il me semble que c'était avec lui qu'il y avait eu des politiques publiques sur la question des rythmes, du temps dans les politiques publiques. Lui il parle d'accélération technique, accélération du changement social, accélération du rythme de vie, qui crée de l'aliénation en fait. Tout le monde est en train de courir après le temps, tout ça. C'est vrai que dans les politiques publiques, les slow city, mais aussi le décalage des horaires qui permet par exemple, de limiter les congestions dans les villes ou des choses comme ça. Enfin, il y a des réflexions, mais pour l'instant, c'est très peu appliqué. C'est plutôt des trucs intellectuels, machin, un peu farfelus. Même à gauche, on a du mal à mettre des trucs comme ça en place. Mais c'est vrai que quand en face, on a des gens dont l'objectif unique, en fait, c'est de vous faire accélérer, accélérer, et complètement saturer. En fait, on se rend compte que plus on accélère, donc soi-disant pour gagner du temps, moins on a de temps. Moi, c'est un peu cette sensation que j'ai. Euh, Et puis surtout, là, il en parle un peu plus loin, Babinet, mais c'est vrai que il en parle, enfin, sans trop faire d'autocritique quand même sur les 40 dernières années, mais le néolibéralisme nous a quand même vachement fait accélérer. On travaille, je crois, au moins 2 fois plus vite que dans les années 80, voire même un peu plus dans le tertiaire. Et en fait, les salaires n'ont pas augmenté. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup plus vite, mais les salaires ne suivent pas, quoi. Donc, c'est beaucoup plus intense et fatigant, mais voilà, sans... Qui servent à payer Exactement. les impôts, c'est ça? Et donc, si tu veux, il faut aller au bout du raisonnement. Qu'est-ce qui n'est pas accessible à la machine? Eh bien, je ne sais pas. Et je fais l'hypothèse que la conscience puisse être l'un de ces phénomènes. Et je fais aussi une autre hypothèse. Bon, là, il le dit plus loin, mais oui, la conscience a besoin d'un corps, d'émotions, d'histoire, tout ça. Bon, ça, je crois pas que ce soit accessible à la machine. Et s'il y en a qui prétendent que les machines ont une conscience, c'est quand même du gros bullshit pour faire de l'esbrouf, pour les gens qui ont un peu une pensée magique sur ça et qui sont un peu faibles d'esprit et qui voudraient y voir Dieu ou je sais pas quoi là-dedans. Bon, cela dit, euh, la question de... c'était quoi qui disait? Aller au bout du raisonnement. Qu'est-ce qui n'est pas accessible? Voilà, qu'est-ce qui n'est pas accessible à la machine? Donc ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gadgets, par exemple sur la santé, avec des montres connectées qui prennent votre pouls, qui savent quand vous dormez, etc., etc. Et cetera. Et en fait, un des objectifs des IA, on va dire, c'est d'aller vers l'anticipation des besoins des gens pour proposer des choses avec cette idée que des choses pourraient s'automatiser, comme prendre rendez-vous avec un tel ou un tel, le médecin, je sais pas, enfin, le dentiste, le médecin, l'ophtalmo, aller au resto en fonction si vous avez vos mails ou je sais pas quoi, puis des données sur des gens.
en fait anticiper comme ça. Et en fait, la santé, ça fait partie des trucs sur lesquels il y a beaucoup d'appétit, on va dire, pour aller récupérer de la donnée de la donnée individuelle, en fait, pour voilà, aller plus loin dans l'anticipation des besoins des utilisateurs de l'IA. Après, éventuellement avec la robotique, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent disrupter le secteur social. Pour que les assistants, voilà, qu'il y ait des sortes d'assistants dans les maisons. Mais effectivement, il y a quand même un certain nombre de données que les machines n'ont pas. Et je crois que les données les plus inaccessibles, ça reste le rêve. Enfin, la partie pas que- parce que dans l'imaginaire, je pense que la façon de synthétiser des LLM, par exemple sur tous vos mails ou toutes vos requêtes tout votre historique de requête des LLM ou s'il a accès à votre disque dur et qu'il scanne, je sais pas moi, tous vos fichiers ou quoi, et il y a ça parce qu'il en parle plus loin, Babinet, mais je pense qu'il y a une capacité des machines à synthétiser, à résumer des formes d'imaginaire. En revanche, le rêve, un certain nombre de trucs sont quand même un peu inaccessibles. Il faut garder un peu d'espoir, mais je pense Ouais. En fait, on ne sait pas pourquoi ces grottes ont été créées. On ne sait pas pourquoi toute cette beauté a été rassemblée. On ne sait pas quel était le rituel qui prenait place dans cet endroit-là. Et on ne sait probablement pas, parce qu'on s'est tellement éloigné de la nature de ce que l'on était auparavant, qu'on n'est plus capable de le décoder. Et l'idée qui est derrière, c'est que probablement il y a une forme de conscience qui nous échappe, et cette conscience, peut-être qu'elle se situe aussi dans la capacité à accéder à un monde symbolique qui était visible au travers de ces bisons, de ces choses-là. Et ce monde, peut-être qu'il était profondément transcendant, en fait, pour les gens qui vivaient cette expérience, qui vivaient là-dedans, et qui avaient, je suis désolé d'être un peu rousseauiste, mais une forme d'harmonie qui préexistait à ça. Et derrière cette harmonie, il y a tout un tas de concepts qui peuvent se déployer, c'est-à-dire le fait d'avoir un imaginaire commun à l'humanité. Ce que certains, Mircea Eliade, Jung et d'autres ont appelé des archétypes. Et ça, c'est peut-être inaccessible à la machine. Si quelque chose devait être inaccessible à la machine, c'est cette idée-là. Et ouais, les imaginaires communs. Alors là, moi, j'aurais plutôt un autre discours. En fait, je dirais que, ben, comme je viens de dire, je pense que la machine a des capacités à décoder individuellement un certain nombre ouais, de ce qui peut en partie définir les imaginaires de certains individus, voire même agir et manipuler ces imaginaires avec de l'analyse de like, sans forcément enfin, ou machine learning, pas forcément de l'IA, mais euh, du croisement et de l'analyse de like, et de l'étiquetage, en fait, tout simple de contenu, voilà. Mais en revanche, je pense que dans ce qu'il appelle les archétypes, c'est-à-dire des formes d'imaginaire commun, je pense que la machine a une capacité justement à défaire les imaginaires communs et à créer des imaginaires individuels non encastrés dans du social. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous mettre je sais pas moi, surkiffer les graffitis par exemple, alors que vous connaissez personne qui fait du graphe, parce que vous aimez bien et que en fait vos réseaux sociaux ou la machine vous fournit beaucoup de contenu là-dessus. Euh, alors qu'une des critiques, je crois, c'était Polanyi qui disait que déjà le néolibéralisme par l'accentuation de l'individualisme nous désencastre un peu de sociabilité comme ça. Et il y en a d'autres qui disent que je crois que c'était Damasio, il disait ouais un des enjeux ça va être de la capacité à créer du désir dans les sociabilités humaines et pas avec les machines parce que les machines sont très fortes pour créer du désir à partir de contenu, de like, pas que commercial en réalité, hein, enfin, il y a beaucoup de promotion commerciale avec les pubs et tout ça, mais aussi capacités à influer sur les désirs, les imaginaires. Et à mon avis, ouais, je pense qu'ils ont des chercheurs très 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 forts
en neuro, psychologie, en fonctionnement du cerveau, tout ça, dans la façon de fine-tuner, de micro-nudger chaque individu avec des contenus et même des séquences, des formes d'influence sur la psyché qui sont très très enfin, très voilà très fortes mais puis en arrière-fond avec des affaires médiatiques type Cambridge Analytica qui a influé sur le Brexit ou sur les élections au Royaume-Uni, mais aussi d'autres trucs. Donc ouais, voilà, des choses assez balèzes, on va dire. Si tu veux, l'ambition, euh, on va dire morale, intellectuelle, spirituelle, elle est autre chose qu'une ambition de marché, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais, Peter Thiel, il n'a pas une vision messianique, spirituelle, religieuse? Non, parce que lui, sa transcendance, c'est l'accélération. Il dit, l'objectif, c'est d'accélérer. Voilà. Quand il parle de sa vision, quand il parle de l'antéchrist, il parle de Greta Thunberg en disant elle veut ralentir. Donc ralentir, accélérer, le Christ qui veut finalement, il a une vision complètement tordue en fait de ce que c'est que la transcendance. Pour lui, la transcendance, c'est en gros une sorte de Fordisme accéléré, quoi. Et donc nous, On joue pas avec, on joue pas avec les mêmes valeurs, je dirais. Parce que le Fordisme standardisé pour la Ford T, oui, c'est ça? d'ailleurs, c'était inclusif. Ouais. C'est l'idée de dire qu'il y a une classe moyenne qui allait se créer. Bon, Ford était un très sympathisant des idées nazies, faut quand même le rappeler. Et moi, je l'ai mis dans mon bouquin, dans un groupe de gens, pas forcément des gens avec qui je suis en grande sympathie. Mais ce moment-là, Je suis sûr que tu serais Bon, là, il compare l'accélérationnisme, l'antéchrist, Greta Thunberg, le Fordisme. Bon, c'est part un peu dans tous les sens. Cela dit, le Fordisme, euh, Ford, en fait, il y avait, comment dire, indépendamment de l'idéologie de l'entrepreneur Ford, il y avait un modèle, l'autoroute, la voiture, les logements. En fait, une espèce de, comment dire, on construisait l'infrastructure pour faire vendre des voitures et des logements, et en fait, ça, il y avait des sortes de synergies entre les secteurs qui tiraient la croissance. Là, avec l'IA, je vois pas vraiment enfin, accélérer pour accélérer, mais on a du mal à voir les synergies. Puis en plus, surtout, c'est une pensée en fait qui est vraiment à l'opposé de la pensée planificatrice, étatique planificatrice. Bon, mais là, il faudrait creuser. Chine et les États-Unis, c'est la même chose. Distribution inéquivoque entre le capital et le travail, c'est la même chose. À ce moment, il y a clairement une attribution des moyens qui va beaucoup plus vers le travail. Contrôle des moyens d'information, c'est la même chose. Voilà, donc cette problématique-là, tu vois, tu disais j'ai changé d'avis, ça m'a beaucoup fait évoluer. Cette compréhension que, en fait, on allait avoir des gains de productivité considérables qui vont arriver avec l'IA, et que la probabilité que leur distribution soit inclusive est faible. redistribution. Oui, que leur distribution, puisque c'est pas de la redistribution, c'est de la distribution. Sur la question, en fait, c'est, t'es un comptable. T'as une super IA qui fait ton job. Est-ce que l'IA, elle te coûte à toi pour aller faire le boulot chez tes clients 2 € ou 1 000 €? Tu vois? Dans un cas, la valeur, elle va soit à l'entreprise qui a besoin de comptabilité, soit à toi, mais elle va pas à Sam Altman. Tu vois? La valeur. Bon, là, il nous parle d'inclusivité alors qu'il s'agit du partage de la valeur ajoutée. Ça fait quand même 40 ans que les salaires n'augmentent plus. Bon, c'est gentil de faire un mea culpa, mais on n'y croit pas beaucoup, hein. Moi, je crois que c'est important de le dire. Moi, je suis un entrepreneur. Je crois toujours aux entrepreneurs et jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je crois à ça. Je crois toujours, finalement, à la capacité à accéder à du capital pour faire ça. Mais ce profondément à quoi je crois pas,
C'est ce qu'on appelle winner takes all. C'est-à-dire l'idée de dire qu'à un moment, tu as une personne qui est capable de saturer un marché. Le gagnant prend tout. Le gagnant prend tout, exactement. Et en fait, le gagnant prend tout parce que la révolution conservatrice qui commence à démanteler l'antitrust en disant vous nous fatiguez, etc. Il y a toujours eu de l'antitrust, mais celui qui a vraiment mis à bas ça, je pense, c'est Trump. Mais quand même avant lui, Clinton, Obama, ils ont absolument jamais fait un geste pour essayer de rétablir des conditions de marché normales. Tu vois quoi comme autre risque avec l'IA? Le truc qui te terrifierait le plus? Non, mais si tu veux, Alors, dis-moi le les côté différents plus risques. positif de l'IA. Mais en fait, si tu veux, Choisis avec ton cœur ou ton cerveau. je vais te répondre. C'est une révolution anthropologique, ça concerne tout, tu vois. Ça concerne absolument tout. Un des avantages de l'IA, c'est, par exemple, maladie mentale, tu vois, potentiellement. Ça peut être extraordinaire. Et notamment, certaines pathologies schizoïdes, c'est-à-dire des pathologies lourdes, tu vois. Ou sur lithium pendant 30 ans, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça, par exemple. Mais on voit très bien qu'on est capable de créer des boucles courtes sur des systèmes de cognition, un peu comme le MDR. C'est-à-dire, le MDR, c'est j'ai un trauma, j'ai peur, par exemple, j'ai peur des araignées, et on est capable. Bon, comment, les principaux progrès qu'il y a eu dans la médecine, c'est plutôt grâce par exemple sur les cancers, c'est plutôt grâce au machine learning. L'IA avec donc tel on en parle aujourd'hui, c'est plutôt le traitement du langage. Et là, il fait référence aux maladies mentales, ce qui sous-entendrait des diagnostics à partir de data de speech to text sur lesquels les LLM viendraient travailler. Donc ça, je pense que c'est un marché enfin, comme d'autres marchés en fait, que les fabricants d'IA veulent attaquer, disrupter, puisque les médecins sont quand même assez bien payés, donc ça leur permettrait de récupérer de l'argent. Cela dit, par exemple, là, il parle pas du tout, en fait, on va dire, euh, de l'idée, en fait, que les ordinateurs sont fiables. En fait, est-ce que l'IA est fiable? Bon. Et il parle, enfin, l'IA LLM, hein, je parle, hein. C'est-à-dire un input donne un output différent à chaque fois. Est-ce qu'il parle euh, ouais, par exemple, des marchés aujourd'hui, combien coûte, par exemple, de la data audio pour bien retranscrire dans le domaine, par exemple, pareil pour les avocats, hein, de la loi ou de la médecine, pour voir qu'en fait, il y a quand même des intérêts enfin, très forts derrière, mais que la techno actuellement, en fait, ils sont pas très bons, ouais, sur pas mal de domaines, ça fait quand même des sacrées erreurs, donc bon, ouais, bon, ça pose quand même question. Mais moi, je le trouve un peu enthousiaste. Je sais pas si les professions en question, enfin, comment vont réagir les professions en question, et puis surtout la façon dont la valeur ajoutée se partagera. Typiquement, si on prend Doctolib pour les médecins, c'est un truc qui a remplacé les secrétaires, qui leur coûte 100 balles par mois, qui leur permet d'économiser des emplois de secrétaires et qui rapporte un max de thunes à Doctolib. Et il y a un partage en fait comment dire, de l'argent économisé qui est voilà, qui est un emploi par médecin ou par cabinet de médecin, grosso modo quoi, hein. Enfin, si on simplifie un peu, cet emploi, l'argent économisé, il y a une partie que récupère Doctolib. Bon, et ben, si l'IA se généralise et va partout, il est possible que ça se mette en place sur un modèle un peu similaire. Après, c'est vrai que il y a quand même des inconvénients. Quand on voit que toutes les datas, en fait, systématiquement, quand il y a des datas, genre
les leaks de toutes les datas de Doctolib qui partent aux États-Unis. En fait, toutes les datas, que ce soit l'État ou que ce soit des entreprises privées, c'est dans des bases de données. Et en fait, on est le premier pays du monde ou d'Europe en termes de fuite de données. Donc, à partir du moment où il y a une base de données, on sait que potentiellement il y a une fuite un jour. Donc ça fout un peu les boules quand même. Bon, vu la quantité de... Enfin, vu la précision et la quantité de données qu'est capable de traiter un LLM, bon, c'est... Ouais, je sais pas, moi, ça me poserait question, mais je serais pas trop pour, mais bon, Avec McCarthy, John McCarthy, donc, qui est l'inventeur du machine learning. Je ne sais plus si c'est avec Minsky ou McCarthy, mais avec l'un des deux, en tout cas. Et Minsky lui a dit, tu sais quoi? Non, c'est McCarthy qui lui a dit, tu sais quoi? Ben, ces machines, un jour, elles seront plus intelligentes que l'homme. Un truc comme ça, ou une hypothèse, c'est qu'elles soient plus intelligentes que l'homme, et ça arrivera rapidement. C'est pas très intelligent parce que tu es roi dans un royaume où il n'y a plus rien, quoi. Sur des cendres. Sur des cendres, oui. Ah là, j'ai une image d'Emmanuel Macron, dis donc. Je sais Si tu avais pas. quelque chose à dire à Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle et les risques encourus par rapport à la classe moyenne, le pouvoir d'achat, l'énergie, je Mais dirais... tu sais, moi, on peut reprocher plein de choses à Emmanuel Macron. Alors, je te demande pas de lui reprocher des choses, je te demande de me formuler Il y a un une truc. chose qui est sûre, c'est que le mec, toutes ses théories, il les a déjà computationnées. Moi, c'est une des personnes les plus incroyables que j'ai connues. Tu vois, là, à une je suis époque, il m'a convaincu, demandé, Emmanuel Macron, on essaie d'analyse forte et tout ça. Mais je sais maintenant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de credo politique. Il n'y a pas eu de projet pour souder les gens, pour les emmener, et un truc qui tienne la route. Tu vois. C'est pourquoi. Euh, Je veux dire. Alors, il faut que je trouve le début. Le prix des couches, ça t'intéresse? oui, parce que pour des Non, raisons bah, personnelles, ça peut m'intéresser. Ouais. c'est vrai, je sais que tu as beaucoup d'incontinence en ce moment. Non, c'est pas ça. Je sais. Le pouvoir politique, le prix... Ah non, ça, on s'en fout. Le prix des couches qui augmente sur l'étiquette électronique parce que l'IA a vu que votre enfant était malade. 2 points. Les élus américains militent pour interdire la tarification dynamique sur les courses. C'est quoi c'est la tarification dynamique? Moi, la seule tarification dynamique que je connais, c'est la tarification libanaise. Tu connais la tarification libanaise? Non. Tu rentres dans un supermarché, une épicerie ou quoi que ce soit pour aller rechercher un paquet de sucre et 3 trucs pour faire des gâteaux. Le temps que tu ressortes, les prix ils ont déjà changé. Ah, par l'inflation. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas avoir le sentiment que tu es sans cesse le jouet du monde dans lequel tu évolues, tu vois. Tu as besoin de vivre dans un monde de confiance. Ce système-là, évidemment, je comprends très bien, technologiquement et économiquement, la logique de faire ça, tu vois. T'as soif, je te vends le truc plus cher, tu vois, et c'est technologiquement faisable. Et ça peut se faire dans l'autre sens. Regarde, j'accuse ton gars de chez BNP de faire n'importe quoi, je lui mets une grosse amende derrière, comme ça après je peux le racheter un peu moins cher. Ou tu vois? Ouais, sûrement. C'est, si tu veux, me semble-t-il, hein, si on veut faire un monde qui fonctionne, on peut pas mettre les gens dans une forme d'excitation cognitive qui est, par ailleurs, je crois, quelque chose qu'a beaucoup recherché l'économie de marché. Tu vois? C'est-à-dire que, encore une fois, je le redis, moi, je suis un entrepreneur, je crois au marché, toutes ces choses-là, mais il y a le marché et puis il y a ce que j'appellerais le mercantilisme et le consumérisme. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut que un gars qui a envie d'innover, de faire un truc intéressant, il puisse le faire. Il faut qu'il en ait une juste récompense de ce truc-là. Mais on ne peut pas vivre dans un monde où chacun doit être suréduqué juste pour vivre normalement. Pour survivre. Pour survivre. Voilà. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il
il faut trouver un contexte qui permette de faire ça. On n'a plus le temps. Et pour le moment, On va tomber dans la facilité. en fait, je pense, oui, effectivement, d'une certaine manière, on a un peu plus le temps, donc on est obligé, d'une certaine manière, d'avoir une forme de projet, de vision qu'on pourrait appeler une utopie politique. Tu peux me le refaire? Alors, la variation des prix. Bon, ça, je sais pas d'où c'est venu en premier, si c'était les sites de comparateurs de prix avec des cookies qui faisaient varier les prix en fonction de l'heure, ou si vous aviez déjà fait une recherche précédemment, ou si c'est ben, le fait que le Bitcoin, par exemple, varie autant, qu'il y ait de la spéculation sur un moyen de paiement, qui fait qu'on s'est peu à peu habitué à ce genre de truc, mais c'est vrai que visiblement, maintenant, il y a des réflexions pour faire varier les prix dans les supérettes. Alors, il y a déjà l'infrastructure matérielle, puisqu'il y a j'ai vu l'autre jour une page qui détaillait un peu tous les éléments techniques des price tags, donc les étiquettes de prix électroniques, comme on en voit dans certains grands magasins déjà. Et en fait, bah, l'idée, voilà, c'est comme il dit, de vendre plus cher quand vous avez envie ou besoin d'un truc. Alors si, comment dire, hum, moi je trouve ça terrifiant et vraiment nul. Par exemple, je déteste que la SNCF ait adopté un modèle de tarification qui dépend de l'offre et de la demande. Je trouve ça enfin, vraiment super nul. Que ça soit moins cher quand on s'y prend longtemps à l'avance, que ce soit moins cher en semaine, enfin, en gros, quand on a besoin de. Quand il y a un besoin, c'est plus cher. Je trouve ça, mais vraiment contraire à l'esprit de service public et l'esprit de, je sais pas, d'intérêt général, tout. Enfin bon. Mais ils veulent appliquer ça donc dans les supérettes. Euh, donc, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, par exemple, on pourrait imaginer que, par exemple, ben, l'IA ou je sais pas, votre téléphone écoute en permanence vos conversations. Et puis, si vous avez envie d'un truc et que vous allez au magasin ou sur Internet, puisque tout est, je sais pas moi, le logiciel, il est sur votre téléphone, sur votre smartphone, mais il est aussi en ligne et aussi sur votre ordinateur ou quoi. Et en fait, quand vous allez chercher un truc, ben, le prix de ce truc-là va être 2 fois plus cher que d'habitude parce que vous avez eu une conversation dans votre espace privé sur ce truc-là. Donc, bon, alors peut-être après, si vous êtes en cours auprès de les personnes qui vont bien, eh ben peut-être qu'au contraire, ça sera moins cher. Voilà. Donc, bon, votre salaire, hein, ça fait 40 ans que ça bouge pas, il continuera à diminuer. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, vous serez l'heureux gagnant, l'heureux élu, l'heureux possesseur d'un bon plan parce que, je sais pas, moi, peut-être vous connaissez un type parmi, je sais pas moi, bon, c'est pas Spotify ou Facebook ou truc, mais supposons, voilà, une de ces grandes entreprises, et hop, il vous met dans la boucle de je sais pas quoi du super bon plan, ou vous connaissez, je sais pas, moi si ça se trouve dans leur boîte noire, ils ont d'autres critères qui font que voilà, vous avez droit au super bon plan de l'IA, mais super. Et vous êtes un nouveau noble parmi les seigneurs de la féodalité de numérique moderne. Mm. Super. Ouais, je sais pas trop. Moi, ça m'emballe pas trop tout ce truc-là. Mais